Donc Audrey Roche est archéologue de formation, elle est spécialisée en antiquité romaine et après avoir commencé sa carrière au musée du Louvre, elle a rejoint la fonction publique territoriale en 2010 comme responsable des collections archéologiques du musée savoisien lors du projet de rénovation. Elle dirige désormais le musée Halle Service archéologique départemental de l'Ardèche. Et Nicolas Latteur est également archéologue, préhistorien au service archéologique départemental de l'Ardèche, responsable des conservations des collections du muséal, chef d'établissement adjoint et assistant de prévention du service. Il est également sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d'incendie et de secours de l'Ardèche. Il a coordonné avec Audrey Roche l'organisation de la journée incendie qui fait donc l'objet de cette communication. Merci pour l'invitation, déjà. Donc effectivement, on va vous parler de l'exercice qu'on a réalisé en juin dernier à Muséal, donc qui est le service, départemental d'archéologie, de l'Ardèche. Et voilà, on pourra discuter effectivement de toutes ces questions de durée et cetera. Voilà. Je vais commencer par une petite présentation, de Muséal parce que voilà, tout le monde ne connaît pas le service archéologique départemental de l'Ardèche. Donc c'est un service archéologique territorial qui est basé sur un site archéologique ardéchois majeur pour l'Ardèche, à savoir la capitale gallo-romaine des Elviens, donc du peuple gallo-romain de l'Ardèche, dans le musée de site du même nom, géré en régie directe par le département de l'Ardèche. Voilà, donc c'est à la fois musée départemental et service habilité pour les diagnostics d'archéologie préventive. Il y a eu fusion en 2018 des deux services, donc à la fois la mission archéologique et le musée, et toute l'équipe se trouve désormais à Alba la Romaine. Muséal, ce sont 9 postes permanents, un apprenti et un vacataire, donc détaillés comme suit: un chef de service, 3 scientifiques, avec des spécialités du paléolithique jusqu'à l'époque moderne, 2 titulaires, un apprenti et un vacataire en médiation culturelle, un responsable technique et 2 agents d'accueil qui sont aussi agents administratifs. Et donc le service gère à la fois le Musée de France, avec son parcours permanent et la salle d'exposition temporaire, des salles d'ateliers pédagogiques, un hall d'entrée qui peut servir aussi de boutique et de salle de conférence et de salle de concert, un parvis qui peut aussi servir de salle de conférence et de salle de concert, un site archéologique classé de 20 hectares, dont le théâtre antique, qui lui-même sert de salle de spectacle à l'extérieur, un CCE de 700 000 objets, et donc le service stabilité pour les diagnostics d'archéologie préventive sur tout le département. Donc, on a décidé, moi je suis là depuis 1 an et quelques, voilà, forcément il faut faire un exercice, c'est obligatoire, hein, dans les ERP, donc j'avais bien en tête qu'il fallait l'organiser. On avait bien en tête aussi qu'il y avait un plan de sauvegarde des biens culturels en cours de rédaction et que ça nous aiderait bien d'y voir plus clair, en tout cas moi qui venais d'arriver, sur où on en était en fait, où en était l'équipe, où en était le bâtiment. Voilà, j'avais travaillé 11 ans sur mon ancien poste, donc il fallait le temps que que je me fasse aussi au fonctionnement de cet établissement. Je trouvais ça intéressant de commencer par un exercice tout de suite pour voir, en fait, in vivo directement. Et puis, on souhaitait aussi mettre à jour les consignes de sécurité, parce que suite à la fusion des 2 services, hein, et suite au Covid, il y avait un besoin de mise à jour. Et donc, quand je suis arrivée, je me suis dit: «Soit j'ai le choix entre faire un audit, interviewer tout le monde, prendre des notes, lister, mettre à jour et tout, soit on fait un exercice et on verra». Bon, j'ai choisi la deuxième option. Je trouvais que c'était plus drôle et puis, plus rapide. Voilà, donc, on a choisi, d'organiser un exercice sans préparation particulière. Ni l'équipe, ni moi, ni rien. En fait, on s'est pas dit: «On va réviser, on va voir si on est bon, on va vérifier que» et cetera. On s'est rien dit, en fait. On s'est dit: «On verra». En fait, on verra exactement comme si, là, on sortait et qu'on appuie, en fait, sur l'alarme incendie, on verra ce qui se passe. Puisque, comme on dit, voilà, les sinistres, préviennent pas. On a choisi tout de suite de le réaliser sur un jour fermé. Justement, ça faisait écho à la question tout à l'heure, comment on fait quand on a des gens et cetera. Pourquoi un jour fermé? Parce qu'on reçoit, surtout en juin, énormément de classes qui viennent de toute la France passer leur semaine en fait, de vacances en fait, hein, de fin d'année, de classe patrimoine et cetera en Ardèche, et je me suis dit: «On peut pas leur faire ça quoi». Ils viennent de Bretagne, d'Alsace et tout, ils ont réservé leur journée, ils vont à Chauvet, ils courent partout, ils sont à un timing hyper serré, ils ont réservé le car à 800 €. Enfin, on peut pas leur dire en plein milieu comme ça: «Dring, ça sonne, vous sortez et puis c'est pas sûr que vous rentriez parce qu'en fait on sait pas». Enfin, donc je me suis dit: «On peut pas faire ça, on va fermer exprès s'il faut ou bien choisir un jour de fermeture». Tout le monde sera là. Du coup, c'est un jour obligatoire où le sujet de la journée, c'est ça. Enfin, j'ai entendu tout à l'heure «on n'a jamais le temps». Bah, en fait, je pense qu'il faut le décider d'avoir le temps parce qu'on n'aura jamais le temps. C'est comme tout, enfin voilà. Donc du coup, on a décidé que ce jour-là, c'était, l'exercice incendie. Personne prend de réunion ailleurs, de je sais pas quoi, de formation et cetera. Il y a tout le monde, y compris, le personnel de ménage externalisé, ça voilà. On ferme ce jour-là. Après, je me suis dit: «Il faut bien garder en tête qu'il me faudra du public».
parce que l'intérêt d'évacuer, c'est quand même d'évacuer les gens. Donc c'est un jour de fermeture, mais il me faudra trouver des gens pour, faire mon public. Voilà, donc ça, c'était la contrainte. Voilà, on a choisi d'associer le SDIS 07. Au départ, l'idée, c'était plutôt, de les avoir comme consultants pour la conception du scénario et comme observateurs pour nous conseiller. Enfin, en tout cas, c'était notre première idée. On avait aussi choisi d'associer un observateur interne à la collectivité, donc au département, puisqu'il y a un service qui s'occupe de la sécurité des bâtiments, qui nous a gentiment proposé de venir et de rédiger notamment le compte rendu et de rester un observateur extérieur. On a fixé une date, commune au 8 juin et on a nommé Nicolas Latteur, donc à ma gauche, comme chef de projet, assisté d'une stagiaire au phage allemande qui était là, pendant les 2 mois. Voilà, alors je précise que Nicolas est aussi pompier, donc ça aide. Voilà. Mais il est responsable des collections et c'était à ce titre que je l'avais nommé, chef de projet. Mais effectivement, ça aide forcément à réfléchir. Donc on est parti de cette idée-là. On est resté sur notre, contrainte de besoin d'un public fictif, donc je me suis dit: «Il faut que je trouve des gens». On avait envie de partager cette expérience avec d'autres, déjà pour s'enrichir de ceux qui ont déjà fait un exercice, puisque nous, c'était notre premier. On est tête de réseau des musées du territoire, donc l'idée, c'est aussi de l'ouvrir aux musées d'Ardèche qui n'auraient pas forcément la capacité d'organiser un exercice de grande ampleur. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a des musées pour lesquels le personnel se réduit à une personne, donc elle va pas s'exercer, enfin, elle peut s'exercer toute seule, mais à un moment donné, elle a besoin d'échanger aussi avec d'autres. Donc on s'est dit: «On l'ouvre à tous et puis on verra qui vient, qui veut bien venir», en fait, hein. On est adhérent institutionnel de Bouclier Bleu, donc la dynamique de partage, je suis assez d'accord que voilà, on est dans cette dynamique de l'ouvrir, à tous. Et on s'est dit: «Si on l'ouvre à tous et que les gens viennent de loin, il faut intégrer un temps de visite, du musée, de l'expo, du site, parce que les gens vont pas venir faire que l'exercice. Il faut aussi leur montrer, l'établissement». Donc on s'est tout de suite dit: «Si on part sur ça, on part sur une très longue journée ou 2 jours». Mais assez rapidement, la plupart des gens contactés nous ont dit: «Ah, 2 jours, j'arrive pas à me libérer, ma hiérarchie va pas vouloir» et cetera et cetera. Il vaut mieux une très, 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 très grosse journée plutôt que 2 jours, sinon on va me le refuser. Voilà, donc on est parti sur l'idée d'une grosse journée. Et puis, donc Nicolas a contacté le SDIS et là, le SDIS nous a dit: «Ah ouais, chouette, super, mais on va pas juste, être observateur en fait, nous, on a aussi besoin de s'exercer au niveau des pompiers». Voilà, ils nous ont tout de suite proposé de faire un exercice avec fumée, parce qu'on a tous, je pense, fait des exercices d'évacuation étant enfant, tranquillement, où on va dans la cour et en fait, l'incendie, il est pas comme ça. Voilà. Et nous, on était intéressés par une évacuation du public, donc notre vrai faux public, on va dire, en situation standard, c'est-à-dire des individuels et des scolaires en même temps dans le musée en train de faire plein d'activités tout à fait distinctes dans des pièces, distinctes. Et on était intéressés aussi pour faire, évacuer des collections, des vraies ou des fausses, on ne savait pas trop au départ, mais on s'est dit: «On va aussi, tabler sur les collections puisqu'on évacue rarement que les personnes quand c'est le musée qui brûle». Voilà, donc Nicolas nous a fait une petite infographie là pour vous expliquer les 4 casernes qui ont été concernées puisque le SDIS a tout de suite, répondu, présent en nous disant: «OK, on mobilise, 1 caserne, puis 2, puis 3, puis 4». Donc ce sont les 4 casernes qui sont situées à moins de 15 minutes, de Muséal, donc la Ville-Dieu, Villeneuve-de-Berg, Le Theil, et Viviers, avec comme caserne de premier appel Le Theil. La particularité et ce qui intéressait beaucoup le SDIS, c'était, de mobiliser notamment les pompiers volontaires, donc ceux qui travaillent généralement enfin qui viennent du coup à la caserne après leur travail, en plus de leur travail, puisque en cas de problème, ce serait probablement eux qui seraient appelés en plus ou à la place des professionnels. Et le SDIS était intéressé par un exercice impliquant une diversité de manœuvres, dont la recherche de victimes. Voilà, donc on a tous, mis nos contraintes sur la table en disant voilà et nos envies aussi, sans savoir si on allait réussir dans la même journée à caser tout ça ou si on était déjà parti sur un programme de plusieurs, séances, en fait. Du coup, au final, l'obligation d'exercice annuel du musée, plus le souhait d'en faire une formation collective ouverte à tous, plus, le besoin des pompiers de faire une manœuvre intercentres, ont donné, une très longue journée de 9 heures du matin à 23 heures, avec, des modalités d'inscription assez, faciles, hein. On a fait aussi faciliter la vie. Diffusion d'un lien URL d'inscription. On a tout de suite, très rapidement eu 18 inscrits, issus, des bibliothèques, des archives, des musées, de l'archéologie, mais aussi des gens qui étaient à leur compte, hein, des conservateurs, restaurateurs, des conseillers en conservation préventive. Les 24 pompiers correspondant à 6 pompiers volontaires, multipliés par 4 casernes et les 13 agents, du musée, soit 65, personnes. On a décidé de consacrer la matinée à l'accueil des participants et à la visite du musée, de l'exposition et des bureaux pour, tout de suite, planter le décor, en fait.
On a invité 2 classes d'Alba pour constituer notre public scolaire, l'après-midi. Leur contrainte était d'être, présents entre 14h30 et 16h, donc ça nous a tout de suite, créé l'organisation de la journée. Donc moi j'avais prévenu la chef d'établissement, enfin j'avais fait ma demande auprès de la chef d'établissement, je lui avais expliqué qu'on avait besoin très clairement, hein, d'un public, voilà, et on s'était mis d'accord sur le fait de ne pas prévenir en fait, ni les enfants, ni les parents, ni les accompagnants. Donc il n'y avait que la directrice qui était au courant. Mais par contre, on leur a offert l'atelier. Voilà, le deal entre nous, c'était: vous venez gratuitement, mais vous serez sortis en cours de route et on vous promet que vous rentrerez, mais on ne sait pas quand. Parce que moi, je ne savais pas combien de temps il allait falloir pour évacuer les fumées, en fait. Et donc, je lui dis: «Peut-être que vous allez attendre 1 heure et demie sur le site archéologique, mais à la limite, vous irez promener pendant ce temps sur le site et puis vous reviendrez». Bon, voilà. Et ils ont été très, très souples. Ils nous ont dit: «Oui, d'accord, super». Je leur avais un peu vendu le truc de, ils auront un petit flyer qui explique tout, ils ont un petit cadeau, on avait préparé des sachets, des petits cadeaux pour les enfants et puis bon, le fait d'avoir quelque chose à raconter à la fin de la journée, de super génial aux parents, voilà. La manœuvre intercentre, elle, avait comme contrainte de commencer à 19h puisque les sapeurs-pompiers volontaires travaillent, enfin, ils ont leur travail, leur métier en journée et sont présents à la caserne en fin de journée. Donc on savait qu'on était partis pour toute la journée et entre les 2, il nous restait à caser la visite du site archéologique, les repas, les pauses, voilà. La popote, très important, la popote, je confirme. Nous avions, prévu, l'enregistrement du déroulé des faits. Alors je dis prévu, c'est un grand mot, hein, tout s'est prévu en cours de route, hein, on n'avait pas tout planifié de la veille de la fiche projet. On s'est dit qu'il fallait qu'on soit plusieurs à prendre des photos et à filmer, que l'on place une caméra à l'intérieur, du musée, une caméra fixe en fait, hein, qu'on oublierait en fait, en quelque sorte. Et on avait notre observateur donc interne à la collectivité qui, était là, sans intervenir, mais, prenait, toutes sortes de notes et surtout qui suit tous les exercices incendies de la collectivité, donc avec une certaine habitude des choses à remarquer. On a eu une réflexion également sur, le positionnement des agents puisque, notre exercice donc le matin en gros c'était visite, voilà, c'était la partie, sympa et décontractée. L'après-midi, il nous fallait notre public fictif, donc on avait bien les enfants et on s'est dit: «Les 17-18 là qui se sont inscrits, bah, ça va être eux notre public à évacuer, donc il faut qu'ils soient dans, les salles d'exposition, dans le musée ou dans le hall», ce qui correspond pour nous à une configuration, classique. Par contre, pour la partie manœuvre pompiers où eux souhaitaient chercher des victimes à l'intérieur et sortir, les collections, on était sur un scénario de musée fermé, où en fait, les pompiers sont appelés parce qu'il y a de la fumée qui se dégage, à un horaire de fermeture. Et donc on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on va faire de nos 18, collègues qui ont traversé la France pour venir nous voir?» Eh bien, on a réfléchi, mais on les a positionnés à l'extérieur en observateurs et pour pas qu'ils s'ennuient, en fait, nous avions Nicolas qui faisait l'animateur, commentateur, des faits, qui était capable d'expliquer du coup, bah, là, le pompier, il est en train d'armer, et cetera, il est en train de faire ci, il est en train de faire ça, il ressort, il revient, et cetera. Donc c'est sûr, ça change la vie quand on a quelqu'un qui peut commenter, les choses, voilà. Et puis côté pompier, l'exercice était coordonné par le chef de centre de la caserne de premier appel, donc du TEI, le lieutenant Salle qu'on voit ici sur la photo. Nous avions créé un biais, du coup, du fait de faire venir des collègues en guise de public, c'est que forcément, ce sont tous des collègues donc qui connaissent les musées et qui ont des réflexes plus professionnels que de grand public. Donc on s'est dit: «Il faut absolument créer un jeu de rôle qui les positionne dans un rôle de public bien pénible». Vous allez voir qu'on a fait on a fait des petites cartes bien sympathiques, mais qui correspondent toutes à des situations qu'on a tous vécues. Donc on s'est amusé à ça pendant une petite heure, à créer des familles et on est parti de notre public type, en fait. On s'est dit: «Notre public type, c'est des individuels qui viennent tout seuls, entre amis ou en famille, plus, les enfants». Donc on a créé des familles et dans ces familles, chaque personnage avait un rôle. Du type, moi je suis dans la boutique en train d'acheter un livre, il est hors de question que je sorte tant que j'ai pas choisi, mon livre. Je suis de la famille renard, je visite l'expo, je compte bien sortir par la porte par laquelle je suis rentrée. Enfin voilà, tout type de comportement comme ça. Celui qui cherche absolument le doudou de son enfant, celui qui va absolument sortir, du côté où sort son mari et certainement pas de l'autre côté. Enfin bon, on n'a pas mis longtemps à chercher les cartes, à inventer les cartes, hein. On a tous en tête ce genre de public et on s'est dit que ça serait assez proche du coup de ce qu'on aurait eu si on avait eu un vrai public. Et donc voilà, vous avez une petite mise en situation, quelques minutes avant, l'arrivée donc des pompiers et du début de l'exercice, l les gens sont répartis donc de manière uniforme. Certains dans les collections donc permanentes, à gauche, d'autres dans la salle d'exposition. Nous avions parallèlement du coup, une classe, dans une salle d'atelier de médiation en train de faire un atelier sous forme d'art manuel, hein.
et une autre classe sous forme de visite active dans la salle d'exposition avec une médiatrice, ce qui correspond à une configuration standard, on va dire, d'un après-midi au musée. Et je passe la parole. Donc on avait positionné, vous le verrez sur un des plans qu'on vous proposera tout à l'heure, on avait positionné en fait une machine à fumer, donc les machines classiques, hein, les génératrices de fumée assez classiques qui produisent une fumée blanche inerte au sein du TGBT, du local TGBT qui se trouve chez nous au rez-de-chaussée, en fait à l'entrée des espaces administratifs entre le parcours permanent et les salles de médiation. Donc c'était aussi l'intérêt d'avoir des personnes dispatchées un peu partout dans le musée, c'est que cette position un peu centrale du local TGBT permettait de concerner tout le monde par l'évacuation et tout le monde par les fumées. Et donc les fumées se développent pendant quelques minutes, ce qui est assez étonnant puisqu'en fait, même les enfants qui étaient dans une salle de médiation à proximité, voyant la fumée, n'ont eux-mêmes pas réagi alors qu'ils n'étaient pas au courant de l'exercice. Donc ça a mis du temps quand même à monter au cerveau, j'ai envie de dire. Et si bien qu'il a fallu que ce soit moi qui prenne la décision de déclencher l'arme parce que j'avais l'impression que ça n'arriverait jamais. Moi, pour tout vous dire, je jouais le rôle du coup du responsable d'opération, du responsable d'opération, pas du tout, du responsable des collections qui était à l'étage et en l'occurrence qui était aux toilettes. Donc, moi, j'étais censé être planqué dans les toilettes et ne pas voir les fumées, les fumées arriver et prendre connaissance en fait, du départ d'incendie à partir du déclenchement de l'alarme. Et donc l'arme se déclenche et là, en fait, on a eu un petit peu de tout. C'est-à-dire qu'il a fallu évacuer des enfants, donc les médiatrices évacuent les enfants, les agents d'accueil qui sont guide-fil, serre-fil, PPI, on charge d'évacuer les personnes qui se trouvent dans le parcours permanent, avec tous les caractères qu'on leur a affubés dans le cadre du jeu de rôle, et nos collègues conservateurs, restaurateurs, gestionnaires de collection sont aussi de très bons acteurs. Voilà. Donc ça marche très bien. Et donc, au final, on arrive assez rapidement à évacuer l'ensemble des personnes présentes dans le musée, donc sur 2 étages, la partie parcours permanent, parcours temporaire, médiation et toute la partie administrative à l'étage sont évacuées du musée en à peu près 5 minutes. Pour vous faire un petit rétex, un petit retour d'expérience à chaud de cette première phase d'exercice, et comme je vous le disais, on a un petit peu tout. Ce qui étonne, c'est effectivement le temps qui se met avant que l'alarme soit déclenchée, alors que les fumées sont quand même bien visibles et on sent qu'il y a quand même une inertie, que tout le monde ne comprend pas vraiment ce qui se passe en fait. Et je pense notamment aux enfants qui tiltent pas. Voilà. Moi, je suis descendu dans les escaliers dans la fumée et j'ai constaté qu'en fait, les gens voyaient la fumée et que rien ne se passait. Donc c'est quand même toujours assez étonnant de constater ce genre de choses. Bien sûr, les difficultés pour les agents qui sont PPI, guide-fil, serre-fil, à canaliser un public qui peut avoir un comportement vraiment différent, à savoir une personne qui est rentrée par une porte et qui veut à tout prix ressortir par cette porte, une personne qui va chercher son mari, qui va chercher ses enfants, une personne qui est sourde, qui ne se rendra pas compte de ce qui se passe, des personnes qui parlent une langue étrangère. Ouais, il y a tous ces comportements-là. Comment? Fauteuil roulant, tout à fait. On avait aussi une collègue qui jouait le rôle d'une personne handicapée. Et puis, on constate aussi des comportements des agents, de l'équipe, qui ne sont pas forcément adaptés. Alors là, on est aussi parce que dans une phase exercice, mais c'est sûr que l'agent technique, le responsable technique qui remonte par les escaliers pour vérifier qu'il n'y ait plus personne à l'étage, alors que les escaliers sont envahis de fumée, normalement, ce n'est pas possible. Voilà, on ne pénètre pas dans un local avec des fumées chaudes, toxiques. Le malaise et le coma interviennent assez rapidement, en l'espace de quelques secondes. Donc, voilà. Normalement, moi, j'aurais personne qui serait venu me chercher à l'étage. Voilà. Pareil, les enfants et la médiatrice qui ressortent par la porte principale à travers les fumées, ça, normalement, ça n'arrive pas. Voilà. Donc, il y a aussi les conditions de l'exercice qui font que, malheureusement, on ne peut pas tout prévoir et il y a des comportements qui en découlent qui, en fait, n'auraient probablement pas lieu en temps réel, puisque, en fait, les fumées empêcheraient la progression et je pense que le réflexe naturel, ce serait de reculer ou en tout cas de se mettre en retrait. Malgré tout, on arrive quand même à une évacuation du bâtiment assez rapide et un exercice qui est finalement assez efficace dans les missions de chacun et dans la façon de les remplir. Voilà, sur l'ensemble. Vient alors l'organisation de la deuxième phase de la journée et plus particulièrement l'exercice incendie avec une intervention plus prégnante des pompiers à ce moment-là. Dans le même fil que l'exercice d'évacuation, on a voulu que cet exercice incendie avec une partie sauvetage, une partie sauvetage des personnes, sauvetage des collections, pour lesquels les pompiers qui intervenaient n'étaient pas au courant. Seul le chef de centre qui co-organisait avec nous l'exercice était au courant.
on a voulu cet exercice au plus près du réel. Donc, on a fait en sorte que les conditions soient réunies. On a bouclé pour cela quand même, on a pris le parti de ne pas les faire intervenir directement auprès des collections archéologiques. Voilà. On a recréé un espace, je vais vous présenter un espace fictif pour qu'il n'y ait pas de risque dans le cadre d'un premier exercice. Voilà. Ces exercices sont toujours aussi donnent lieu à l'interconnaissance, mais on s'est dit que dans le cas d'un premier exercice, c'était quand même peut-être jouer avec le feu pour faire un mauvais jeu de mots. Donc toute la partie hall d'accueil, expo permanente, expo temporaire avait été condamnée par la rubalise, et donc ça a été bien vu ça par les pompiers qui n'ont pas pénétré ces volumes-là. Donc pour cela, on a utilisé en fait une des deux salles de médiation qui se trouve au rez-de-chaussée, hein, vous avez ici en rouge. L'entrée principale se faisant, en tout cas par la partie administrative, se faisant ici. Et en fait, on a déménagé toutes les tables et tout l'atelier médiation pour en faire une salle d'exposition factice. Voilà. Dedans, on y a mis un peu de tout. Alors, c'est vrai qu'on a nos musées, on a nos collections qui sont souvent, qui peuvent être homogènes ou hétérogènes, mais c'est que dans le cadre d'une exposition temporaire, on a souvent des collections ou des objets qui sont variés, qui sont hétéroclites en termes de chronologie, en termes de matériaux, en termes de volume. Et donc, nous, dans notre exposition factice, on a clairement joué là-dessus. Donc, on a mis de tout. On a mis à la fois au centre un modèle 3D d'une statue impériale romaine que nous avons dans notre parcours permanente. L'original fait 512 kg. Celle-ci, c'est du polystyrène, je la porte d'une main, donc il n'y a pas trop de soucis. On a également, vous voyez, mobilisé auprès de nos réserves ou auprès des archives départementales de l'Ardèche qui nous ont aidés, qui nous ont épaulés dans l'organisation de cet exercice, des vitrines, mais des vraies vitrines avec du vrai verre, dans lesquelles on a mis des objets dedans qu'on a pu trouver un peu partout, soit des collections de la boutique, enfin des objets en vente à la boutique, donc des objets en verre type antiquité. Des objets aussi issus des ateliers de médiation, voilà, des monnaies, des fausses monnaies. Du tissu aussi, on a un mannequin avec du tissu, des livres, des céramiques. Donc on a vraiment varié les matériaux, les types d'objets pour que quand les pompiers se présentent dans le volume, qu'ils en font la reconnaissance, qu'ils soient en mesure de se dire, bah, en fait, on a plein de... Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On a complété aussi cet espace d'exposition factice avec de la fausse communication. Donc, on s'est amusé à faire une fausse affiche. Voilà. L'idée étant que, et ça j'y reviendrai un peu plus loin, mais sur notre musée, en fait, on n'a pas d'équipe d'astreinte. Donc, si un sinistre arrive en pleine nuit, il n'y a pas de personne du musée qui intervient en plus des pompiers pour les aiguiller. Et nous n'avons pas encore de PSBC qui soit abouti. Donc, l'idée, c'était d'offrir aussi des éléments de communication aux pompiers quand ils vont entrer ou arriver au musée, pour qu'ils comprennent qu'au moment où ils interviennent, il y a dans les locaux, on ne sait pas où, une exposition importante, puisque vous voyez, il y a quand même la statue en marbre, il y a des monnaies en or, et qui accueille aussi les grandes collections nationales. Voilà, ça fait plaisir, hein. Partez à la rencontre du site archéologique d'Alba la Romaine à travers des œuvres exceptionnellement venues des plus grands musées nationaux, des grands musées français. Voilà. L'idée, c'est aussi que quand les secours arrivent, ils prennent la mesure de ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui peut arriver, on a tous des expositions temporaires avec des prêts d'objets qui viennent de chez les collègues, et forcément, on y fait particulièrement attention. Voilà, donc les vitrines étaient remplies de bols qu'on utilise pour le café habituellement, mais aussi de céramique qu'on vend à la boutique, qu'on utilise pour l'atelier de médiation, des livres qu'on avait pris soin de mettre sur lutrin ou en vitrine, selon qu'on estimait qu'ils étaient précieux ou non, ou fragiles ou non. On avait aussi, c'est une salle qui est particulière parce qu'en fait, il y a des grandes baies vitrées qui donnent sur l'extérieur, hein, sur une terrasse, et qui peuvent être obturées par des panneaux en bois. Donc, on avait bien sûr fermé les panneaux en bois, mais en plus, on avait rajouté des roll-up en imaginant bien que les pompiers allant arriver allaient faire une reconnaissance du bâtiment par l'extérieur, donc ils allaient faire le tour. Et normalement, quand il y a des panneaux en bois qui peuvent être amovibles, on va essayer de les bouger pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on avait été un peu filou et on avait mis en plus des roll-up pour vraiment être sûr qu'ils ne voient pas ce qui se passait à l'intérieur. On avait même mis, alors vous voyez, on avait même mis des shaders de la peinture et du canevas français, voilà, avec une très belle imitation d'une série des tournesols de Van Gogh, voilà, un Courbet, une étude préparatoire de déjeuner sur l'herbe, il y avait un peu de tout, quoi. Et puis, comme je vous disais, du textile, des céramiques, du bois, il y avait vraiment tous les types de matériaux. On a installé au rez-de-chaussée, donc dans la salle d'exposition factice, un appareil à fumer. Alors celui-ci, c'est un peu plus bricolé, un peu plus artisanal, pour en fait produire une fumée beaucoup plus sombre, beaucoup plus noire, beaucoup plus épaisse. Et on n'a pas utilisé pour ce volume-là un générateur de fumée,
Mais on a bricolé une génératrice à partir de fécule de pommes de terre et bien sûr d'un élément chaud pour provoquer la combustion et donc provoquer le dégagement d'une fumée épaisse. Alors, affaire encadrée de pompiers, parce que malgré tout, c'est une combustion qui produit du CO et qui demande une ventilation des locaux importante derrière. Donc voilà, à ne pas faire, par exemple, pour un exercice d'évacuation où on aurait un public. Voilà. Notamment des enfants. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et au niveau de l'ascenseur, en face de l'entrée de la salle d'exposition factice, une caméra pour enregistrer le déroulé de la reconnaissance des pompiers et du coup du travail dans le volume par les pompiers. Les personnes, les observateurs étaient cantonnés à l'extérieur, puisque comme vous disiez, normalement, s'il y a un sinistre en pleine nuit, bah, il n'y a pas de personnel du musée. Donc, l'idée, c'était que les pompiers évoluent presque librement et à leur propre initiative sur ce qu'ils avaient à faire. Et à l'étage, donc dans la cuisine, on a mis une génératrice de fumée classique qui produit une fumée blanche et on a mis 2 mannequins, un dans la cuisine, un dans la bibliothèque, pour permettre le travail de reconnaissance et d'évacuation des victimes. Le ticket de départ et donc le scénario était qu'un habitant d'Alba rentre chez lui un soir, sur les coups de 23 heures, il fait nuit, passe devant le musée, voit des fumées qui se dégagent par le toit, des lueurs derrière la vitrine. Il appelle les pompiers. Donc, les pompiers engagent les moyens. Le requérant, donc l'appelant, n'est pas sur place à l'arrivée des pompiers. Par contre, sur le parking, il y a 2 voitures. Ce qui, normalement, n'est pas censé être le cas puisqu'il n'y a personne au musée la nuit. Voilà la scène de l'exercice. Et donc, le Codice exercice, qui était joué par le lieutenant Salle, le chef de centre du Teil, engage 2 fourgons. Vous verrez à quoi ça ressemble sur la maquette de Valérie. 2 fourgons pompe-tonnes légers, avec 12 pompiers à l'intérieur. Également un VSAV, une ambulance, et un chef de groupe, puisqu'on est sur une intervention avec plusieurs véhicules, donc il faut un chef de groupe pour coordonner les différents agrès. Donc ça fait déjà pas mal de monde qui se présente rapidement au musée. Et moi, pour ma part, je joue le rôle du cadre d'astreinte, puisque si on n'a pas une équipe d'astreinte au musée, on a au moins des cadres d'astreinte départementaux qui peuvent être mobilisés, eux, H24 et surtout la nuit pour divers problèmes. Donc moi, je joue le rôle du cadre d'astreinte, qui connaît pas bien le musée, qui sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, qui peut donner des infos, mais bon, à l'aune de ce qu'il connaît. Donc, je les ai pas, j'étais pas forcément là pour les aider. Donc, l'idée, c'était vraiment qu'ils puissent se débrouiller sans procédure établie, sans plan de sauvegarde, sans forcément connaître les lieux, puisque tous n'étaient pas déjà venus au musée, et ben, qu'ils se débrouillent, en fait. Voilà. Nous, on les a regardés se débrouiller. Donc voilà, une petite image de l'établissement des tuyaux et à l'amorce des premières reconnaissances. Vous voyez qu'on a les 2 chefs d'agrès qui commencent à discuter entre eux avant l'entrée dans le volume du musée, le chef de groupe qui est là pour coordonner l'ensemble des véhicules et les binômes qui se préparent avec leurs EPI et leurs ARI à procéder aux premières reconnaissances. Sans entrer, je vais essayer de me dépêcher, excusez-moi, sans entrer dans le déroulé précis et détaillé en fait de l'exercice, je trouvais quand même intéressant, à la suite de ce qu'expliquait l'autre jour Jean-François Duarte, pour ceux qui suivent le webinaire PSBC et le dernier webinaire qui était consacré à la gestion de crise, sur le temps que ça prend. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Donc, T0, on met en marche les machines, nous on sort, on attend l'arrivée des pompiers. Gardez bien ça en tête, parce qu'en fait, il y a eu un biais qu'on n'avait pas prévu au départ dans l'exercice, c'est qu'en fait, les pompiers étaient déjà sur place, ils sont arrivés un peu en avance, ce qui a un peu biaisé notre exercice, et donc ils ont eu un peu le temps de se faire une image du musée, de l'extérieur, des abords, et nous, ça nous a un petit peu, pas déboussolé, mais on était un petit peu désolé de ça, mais bon, finalement, c'est pas grave, ça n'a pas changé grand-chose d'exercice. Par contre, c'est important à garder pour la chronologie et le déroulé et le temps que peuvent prendre les exercices ou l'intervention. 6 minutes, le premier chef d'agrès, après avoir fait la reconnaissance par l'extérieur, rentre dans le bâtiment. Voilà. Normalement, si on était sur un vrai sinistre, on ne serait pas à 6 minutes, mais on serait déjà plutôt à 21 minutes. Voilà. 12 minutes, entrée du premier binôme pour la reconnaissance du rez-de-chaussée. Donc, vous les voyez, ils sont là, juste devant la porte en fait, de l'exposition factice. À T+14, entrée du deuxième binôme pour la reconnaissance de l'étage. T+16, ouverture de la porte de l'exposition factice pour le premier binôme qui va faire une reconnaissance du volume. T+19, fin de la reconnaissance de l'exposition factice par le premier binôme.
Et là, ce qui est étonnant, c'est que dans les échanges, on se rend compte que la mesure n'est pas encore prise de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. T+20, découverte et évacuation d'une première victime qui se trouvait à l'étage, en l'occurrence celle qui était dans la bibliothèque. T+22, une deuxième reconnaissance de l'exposition factice. Voilà, donc on refait rentrer un binôme. T+25, fin de la reconnaissance, la deuxième reconnaissance, plus l'entrée d'un binôme qui remonte pour poursuivre la reconnaissance de l'étage. T+27, découverte et évacuation de la deuxième victime. Si on était sur un véritable sinistre, on ne serait pas à T+27, mais on serait à T+35, voire T+40. 29 minutes, un troisième binôme remonte pour poursuivre la reconnaissance. Donc finalement, il y a quand même pas mal de missions et de manœuvres qui sont engagées. T+32, fin de la reconnaissance de l'étage, donc rien à signaler. T+35, seulement, ouverture des fenêtres d'aération de l'exposition factice. Donc vous voyez que finalement, pour le temps que les binômes rentrent dans le rez-de-chaussée, se rendent compte qu'il y a une salle où il y a une exposition, qu'on fasse le tour de l'exposition, qu'on fasse remonter ce qu'il y a à l'intérieur, qu'on ouvre, qu'on prenne l'initiative d'ouvrir, en l'absence de procédure établie, qu'on prenne l'initiative de faire ouvrir les fenêtres, eh ben, il faut 35 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Voilà. T+40, début de l'évacuation des œuvres, et T+50, fin de l'exercice. Voilà. Donc vous voyez que finalement, ça prend du temps, même pour un musée qui n'est pas très grand, même pour une salle d'exposition qui n'est pas très grande. Voilà. Ça, c'est des éléments quand même à garder en tête. À l'issue, on a un débriefing à chaud des deux équipes, donc à la fois l'équipe secours, donc l'équipe pompier, et l'équipe observateur. Ça, c'est très important, puisqu'en fait, si on mêle, à mon sens, de suite les protagonistes au sein d'une même réunion, les choses ne s'expriment pas de la même façon. Parce que finalement, on a d'un côté les pompiers qui ont leur façon de travailler, leur façon d'appréhender les choses, qui, voilà, je suis bien passé pour le savoir, qui expriment les choses d'une certaine manière. Et puis d'un côté, on a l'autre groupe métier, le groupe des conservateurs, restaurateurs, gestionnaires de collection, qui eux aussi vont exprimer des choses de leur côté, entre eux et à leur niveau. Donc je pense que c'est important au départ de permettre ces 2 temps de débriefing de chaque intervenant, et après de les grouper pour qu'au final, on ait quelque chose d'un peu plus synthétique. Mais c'est bien au départ, me semble-t-il, de dissocier les deux. Si on doit, là, à nouveau, faire un premier retour d'expérience de cette deuxième phase, donc la partie incendie, comme je vous le disais, on a des biais dans l'organisation, malgré le fait qu'on ait quand même bien préparé cet exercice, de par la présence des sapeurs-pompiers déjà sur le site, sur le parking, avant le début de l'exercice. Nous, on aurait souhaité en fait qu'ils restent sur leur caserne et qu'ils viennent depuis leur caserne pour qu'on ait un vrai timing de ce que peut être une intervention sur le musée. Ça n'a pas été le cas, donc on le retravaillera pour les prochains exercices. Et puis, on a eu aussi un petit souci avec la coupure des fluides, parce qu'en fait, bêtement, on appuie sur le coup de poing, incendie, mais c'est un système de sécurité, donc en fait, ça a déverrouillé les portes, ce qui fait qu'ils ont juste ouvert la porte pour rentrer. Voilà. Normalement, idéalement, il aurait fallu en fait qu'on coupe les fluides à partir du TGBT, du général, pour qu'en fait, ça ne se produise pas. Et du coup, ça les aurait fait un peu plus cogiter sur comment on rentre dans le bâtiment. Normalement, on a un volet roulant, enfin, il y a des vitres, tout ça, ça aurait été un peu plus compliqué, ça aurait encore plus rallongé le temps d'intervention et rendu plus réel le cas de figure. Ce qui était très surprenant pour ma part, en fait, c'est le fait aussi que l'aspect réaliste de l'exposition factice a été un problème pour eux, parce qu'ils sont ressortis et en fait, il y a un binôme qui est venu voir le chef de groupe en disant: «Mais en fait, il y a plein d'objets à l'intérieur». On n'ose pas trop évoluer parce que bien sûr, la pièce, elle fait 25 mètres carrés. Il y avait les objets sur les côtés, il y avait des objets au milieu. Il faut imaginer que les pompiers rentrent avec leurs aéries, donc le volume du pompier change lui aussi. Donc en fait, au départ, ils ont eu un peu peur de ce qu'ils allaient faire dans cette pièce-là. Et en fait, il a fallu que je sorte de mon rôle de cadre d'astreinte pour leur dire: «Temps mort, c'est un exercice, ce sont des faux objets, ils sont là pour que vous les manipuliez. Si vous les cassez, ça n'est pas grave, c'est que du faux». Voilà. Donc il y a eu ce côté-là où en fait il y a eu un temps d'hésitation, et il a fallu les réconforter et les assurer qu'en fait c'est quelque chose qui était pété, c'était pas bien grave. Voilà, c'était aussi un peu le but ou le risque qu'il fallait prendre. Et puis, ce qui était aussi intéressant, c'est que malgré l'absence de procédure établie, de consignes de ma part, parce que moi je n'aurais donné aucune consigne en tant que cadre d'astreinte, de faux cadre d'astreinte, et ben, ils ont quand même pris, et en l'absence aussi de matériel de sauvegarde de protection, vu qu'on n'a pas de PSBC et qu'on n'a pas acquis de matériel, enfin, un peu bien sûr, mais qu'on n'a pas acquis le matériel idéal pour cela, ils ont quand même pris des initiatives qui étaient assez intéressantes, les faits notamment d'évacuer tous les objets sur la terrasse extérieure, non pas en sortant des vitrines, mais en fait en sortant les vitrines elles-mêmes. Donc ils ont pris les vitrines et ont sorti les objets, ce qui était quand même assez malin. Et puis en couvrant en fait notamment les tableaux des tissus qu'ils ont trouvés dans la salle d'exposition pour parer en fait
plus vite. Voilà. Donc, il y a quand même des initiatives assez intéressantes malgré l'absence de procédure. Bien sûr, derrière, il y a tout un volet d'interconnaissance. C'est aussi l'intérêt de ce genre d'exercice, avec à la fois l'organisation des moyens de secours. Donc là, toute l'équipe et bien sûr tous les organisateurs peuvent y participer. Quels sont les types d'engins qui peuvent intervenir? Comment sont-ils équipés? C'est très intéressant parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas forcément la façon dont travaillent les sapeurs-pompiers et avec quel type de matériel, je pense qu'un conservateur ou un gestionnaire de collection qui voit passer un binôme avec une masse, des outils de forcement, des tuyaux remplis d'eau, c'est pas forcément, il n'y a pas de quoi rassurer. Voilà. Mais donc, c'est aussi bien, je pense, de présenter le matériel qui peut être utilisé et comment on l'utilise et dans quel cas de figure. Et bien sûr, nous aussi, on propose à l'issue de l'exercice une visite complète de l'ERP aux pompiers, les caractéristiques générales de nos connexions, des connaissances ou des éléments sur la manipulation des collections, enfin, ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui est bien sûr aussi très important pour les pompiers. Voilà. Donc là, c'est le volet interconnaissance, c'est important dans ce type d'exercice, bien évidemment. Pour conclure, sur les intérêts d'organiser en fait un exercice incendie à un état zéro du PSBC, puisque nous, même si on a effectué déjà la priorisation des œuvres, on en est un petit peu à un état zéro parce qu'on n'a pas évolué depuis. On l'évoquait tout à l'heure, le PSBC, c'est une procédure, et vous vous en rendez tous compte, je pense, qui est complexe par le nombre de personnes qu'elle peut faire intervenir, par le mode projet qu'elle fait intervenir, par les moyens humains, financiers, techniques qu'elle doit mettre en œuvre, et qui est chronophage, pour ne pas dire autre chose. Et les sinistres, eux, n'attendent pas. C'est de la palissade de le dire, mais c'est la réalité. Donc finalement, déjà, commencer des exercices réguliers avant même d'avoir finalisé un PSBC, c'est une plus-value pour une équipe et pour un musée, puisqu'on aura déjà des réflexes sur certaines situations ou certains faits. Et donc, on rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure sur le fait aussi de multiplier ce genre d'exercice. Ça permet aussi de communiquer, de sensibiliser l'ensemble de l'équipe muséale, mais aussi la hiérarchie et les élus, puisqu'on y revient aussi. Un PSBC, c'est des hommes, des femmes, c'est aussi de l'argent. Et mine de rien, c'est des fonds, des finances qu'il faut arriver à mobiliser et sensibiliser les élus ou les hiérarchies sur les sinistres qui peuvent toucher un musée et des collections patrimoniales. Derrière, ça peut débloquer aussi des choses. Et dès le départ du projet, une dynamique de préparation, d'entraînement qui mobilise l'ensemble de la chaîne des intervenants. Et là, permettez-moi quand même d'insister un petit peu là-dessus parce que je pense qu'il y a des choses qu'on n'entend peut-être pas assez souvent quand on parle de PSBC. Alors, dans les propos que je vais tenir, n'y voyez pas une forme de corporatisme, pas du tout. Dans les formations qu'on a ou les webinaires qu'on a, interviennent pour la partie prévention des cadres sapeurs-pompiers qui sont souvent officiers. Et c'est tout à fait logique puisque ce sont leurs missions et ils peuvent nous faire bénéficier d'une connaissance, d'un retour d'expérience qui est certain et qui est bien sûr une plus-value pour nos collectivités, pour nos musées, pour l'établissement. Par contre, il faut bien se dire que le jour d'un sinistre, ce ne seront pas eux qui interviendront. Le jour d'un sinistre, potentiellement, dans le premier binôme qui va rentrer dans un volume pour évacuer des collections, ce n'est pas un pompier qui aura 18 ans d'expérience, c'est un pompier qui aura 18 ans tout court et qui sortira de sa formation initiale. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Gardons aussi en tête que l'organisation des moyens de secours en France repose à la fois sur des pompiers professionnels, mais aussi sur des pompiers volontaires. Pour cette présentation, je me suis quand même replongé dans quelques chiffres que je voudrais vous rappeler. En France, c'est 250 000 pompiers, dont 197 000 pompiers volontaires, 70% de l'effectif. Plus on sort de la capitale, plus on sort des métropoles et plus on se projette dans les territoires ruraux, plus le potentiel que vous ayez à travailler avec des sapeurs-pompiers volontaires va augmenter. Pour vous donner quelques chiffres, les Charentes-Maritimes, 2835 sapeurs-pompiers sous le SDIS des Charentes-Maritimes, 2266 sapeurs-pompiers volontaires, 80% de l'effectif. La Creuse, 838 sapeurs-pompiers, 741 sapeurs-pompiers volontaires, 88% de l'effectif. L'Ardèche, que je connais bien, on est 2927 pompiers, dont 2750 sapeurs-pompiers volontaires, 94% de l'effectif. Les Vosges, je terminerai avec celui-ci, 3091 pompiers au SDIS des Vosges, SDIS 88, 2940 pompiers volontaires, 95% de l'effectif. C'est-à-dire que si on a un sinistre, nous, demain, à Muselle la nuit, le premier fourgon qui intervient, c'est le fourgon de la caserne du Teil, avec 6 professionnels à l'intérieur, certainement. S'il y a une montée en puissance des moyens et que chaque caserne envoie un fourgon, donc le Teil, Viviers, la Ville-Dieu, ce sera 18 sapeurs-pompiers volontaires. Alors,
c'est pas pour mettre comment dire, en évidence une différence de qualité de travail. C'est juste qu'il faut garder à l'esprit que la disponibilité et le temps que consacrent les sapeurs-pompiers volontaires à la formation et au maintien des acquis n'est bien sûr pas du tout le même que celui des sapeurs-pompiers professionnels qui ont la possibilité de le faire tous les jours. C'est aussi pour ça que je vous invite, si vous faites un exercice, à le faire en dehors des heures habituelles d'ouverture de votre musée, donc le soir ou en week-end, puisque sinon vous ne toucherez quasiment jamais la population de sapeurs-pompiers volontaires. Or, ce sera probablement eux qui seront dans les fourgons le jour où il y aura un incendie. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête. Enfin, comme je vous le disais, favoriser l'interconnaissance entre l'équipe muséale et les sapeurs-pompiers et renforcer l'efficacité du futur PSBC par une approche pratique et pragmatique et pas que théorique, puisque finalement, dans ces exercices-là, on se rend compte que oui, quand on coupe les fluides avec le coup de poing, ça déverrouille la porte d'entrée. Quand on n'a pas d'équipe d'astreinte et qu'on n'a qu'un cadre départemental qui ne connaît pas forcément bien le musée, qui ne connaît pas forcément bien les collections, ni les ouvertures, ni les issues de secours, ni qui doit être là, quand, à quel moment et où dans le musée, c'est compliqué. Voilà. Donc, l'intérêt d'exercice dès le départ d'un PSBC, il trouve son sens sur ces différents points. Voilà. Et pour vous remercier, une petite dédicace à Valérie et à ses Playmobil. Merci beaucoup à tous les deux. C'était passionnant. Est-ce qu'il y a des questions? Excusez-nous pour le temps qu'on a pris. Non, je ne vous ai pas coupé parce que voilà, je trouvais ça très intéressant. Donc, je suis. Non. Attends, c'est le micro fixe. Ah oui, c'est bon. Merci pour votre présentation. Je n'ai pas bien compris quelles consignes avaient quand même les pompiers. Ils savaient quand même que c'était un exercice ou seulement les chefs de l'équipe avaient cette information? Vu qu'on avait des sapeurs-pompiers volontaires, ils savaient que c'était un exercice ce jour-là. On aurait eu des professionnels, ils auraient su aussi que c'était un exercice. Par contre, ils ne savaient pas à quelle sauce il allait être mangé. On a juste prévu un scénario et en fait, on les a laissés se débrouiller avec ce scénario. Ce scénario, c'est qu'il y a un dégagement de fumée, des lueurs derrière les vitres, donc potentiellement des flammes, qu'il y a 2 véhicules sur le parking, donc potentiellement du monde dans le musée, parce qu'on a aussi des agents de ménage, on a une prestation de ménage externalisée, donc potentiellement après 18h, 19h, un agent de ménage. Donc ils n'avaient que ces éléments-là. Après, à eux de se débrouiller. Et est-ce qu'à partir du moment où ils savent que c'est un exercice, ils n'interviennent pas avec de l'eau ou ils auraient pu intervenir avec de l'eau? Oui, alors, quand on fait des manœuvres incendie sur des ERP, généralement, l'exercice se font sans eau, sauf dans le cas de locaux désaffectés ou quand on a une autorisation des propriétaires, mais généralement, l'exercice se font avec les tuyaux sans eau. Donc là, ils sont rentrés avec des tuyaux dans le musée sans eau. Voilà. Parce que voilà, on n'est pas à l'abri d'une fuite, on n'est pas à l'abri de... Voilà, tout peut se passer, donc il faut aussi en tenir compte. Alors déjà, il serait rentré avec des tuyaux en eau. Ça, c'est important aussi de l'avoir en tête, puisque pour des raisons de sécurité, on ne fait pas une reconnaissance en rentrant dans un volume avec un tuyau sans eau. Parce qu'il suffit qu'il y ait une explosion de fumée ou qu'il y ait un problème sur un départ de fumée dans un local qui est en train d'être reconnu. Si les pompiers n'ont pas d'eau, c'est une faute de sécurité. C'est comme ça que les accidents arrivent. Donc, systématiquement, ils rentreront dans un volume à reconnaître avec de l'eau, avec une lance en eau. Et effectivement, alors là, en fait, on avait un foyer qui était circonscrit à un bidon qui produisait de la fumée, hein. Mais effectivement, dès le départ, en faisant leur reconnaissance, ils auraient envoyé de l'eau, pour éteindre le foyer. Après, de plus en plus, les pompiers sont sensibilisés à avoir une utilisation minimaliste de l'eau. Pendant de nombreuses années, quand les pompiers intervenaient sur des incendies, ils envoyaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Et souvent, l'eau, notamment en HLM, l'eau d'extinction l'eau d'extinction, pardon, provoquait parfois plus de dégâts que l'incendie lui-même. Voilà. Donc maintenant, on est vraiment utilisé sur les formations incendie et une utilisation minimaliste de l'eau avec des techniques très, très particulières. Mais oui, effectivement, la consigne, ça aurait été d'éteindre l'incendie, enfin le foyer, dès la reconnaissance. Oui, j'avais une question sur les collections justement qui devaient être sorties. Est-ce que vous n'avez donné aucune consigne? Enfin, personne n'a donné aucune consigne. Et de même, du coup, hormis sortir les 2 vitrines, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Alors non, il n'y a eu aucune consigne. Moi, j'ai vraiment joué le rôle du cadre qui ne connaît pas le fonctionnement d'un musée ou l'environnement d'un musée, donc je n'ai donné aucune consigne et ils ont pris l'initiative voilà, de sortir ce qu'ils pouvaient, ce qui était léger, ce qui était déplaçable. Il n'y a pas eu de casse et ils ont pris l'initiative de les mettre dehors sur une partie, on va dire, protégée, ou en tout cas à l'écart de la vue, une partie aérée et de les laisser là. Puis nous, on a terminé l'incendie une fois que toutes les collections étaient évacuées. On peut. Vas-y. Et Nicolas ne dit pas qu'il a joué le voleur aussi. Parce qu'on s'est dit, dans les exercices de sécurité, il y a aussi des problèmes de sûreté. On avait bien réfléchi notre scénario, on était tout contents de nous. Donc en fait, voilà, Nicolas a mis une capuche et tranquillement, entre 2 allers-retours de pompiers, il allait faucher des œufs sur la terrasse au fur et à mesure. Il a fallu quelques allers-retours quand même pour qu'il se rende compte qu'il y avait quelqu'un qui était en train de faire disparaître des œuvres. Alors forcément, le fait que ce soit un exercice est un peu biaisé puisque voilà, ils se sont dit, mais en fait, il fait quoi, le bonhomme là? Mais je pense que tu as eu le temps d'en voler 4 ou 5. Enfin, ouais, je pense, voilà. Donc, ça nous a permis de les sensibiliser à la sûreté aussi. C'est vrai que moi, c'est la première chose que je me suis dit quand on a évacué les enfants l'après-midi, qu'on est tous sortis par toutes les issues de secours. On est content, tout le monde est sorti, mais je me suis dit, on est en plein exercice, le musée est ouvert aux 4 vents. Je n'ai pas la vue sur toutes les issues, donc je me suis dit tout de suite là, on serait dans le vrai, il me faudrait tout de suite choisir qui je mets aux portes pour empêcher de rentrer. Et la deuxième petite chose, effectivement, nous avions toutes les collections sur la terrasse. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, de collections sur la terrasse? Il est 20h, il va faire nuit. Les pompiers, ils ont fini, ils sont contents, ils ont éteint le feu. Et moi, j'ai toutes les collections sur la terrasse. Et donc, en fait, Valérie nous avait suggéré d'appeler Bouclier Bleu. Et donc, j'ai appelé Bouclier Bleu. Je ne leur ai pas dit que c'était un exercice. Non, franchement, on s'est amusé, on s'est amusé. J'ai pas craqué, hein. J'ai décrit, j'ai appelé, j'ai dit qu'il y avait le feu, tatata. Ah, d'accord, vous attendez quoi de nous? J'ai toutes les collections sur la terrasse, je sais pas. Voilà, on est resté bien 20 minutes et c'est vrai que ça a permis d'améliorer les procédures des deux côtés, du coup, à la fois de votre côté, la réponse à la demande, à l'urgence, et nous, de repartir avec 2-3 billes en tête sur dire, enfin, moi, les conseils que j'ai reçus, du coup, c'était chercher votre réserve de secours, en fait, puisque vous n'allez pas pouvoir laisser vos collections sur la terrasse. Voilà, appeler la police et la gendarmerie pour venir gérer la sûreté, au moins la nuit, là, voilà, là, tout de suite. Et puis, contacter prioritairement, du coup, le maire de votre commune et les associations de la commune avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Et c'est vrai que ça j'y aurais même pas pensé, honnêtement. En fait, sur le coup, c'est vrai qu'on est en mode ah, bah, j'ai des collections sur la terrasse, en fait. Et donc, voilà. Donc, ça a permis de faire un exercice dans l'exercice. Enfin, voilà. Après, si vous voulez avoir un commentaire, vous pouvez, mais c'était assez chouette d'aller jusqu'au bout, du coup. Rajouter, si vous voulez bien, un mot sur la partie sécurité. C'est que normalement, dans ce genre d'intervention, en réel, le CODIS à l'appel engagerait en plus des pompiers la gendarmerie systématiquement pour procéder d'une part à la sécurisation du bâtiment et de la zone d'intervention. Là, c'est qu'on ne l'a pas fait, on aurait dû, je pense qu'on le fera pour le prochain exercice, mais mobiliser aussi les services de gendarmerie locale et ça aurait permis de rendre l'exercice encore plus réel. Et je pense que le petit jeu auquel je me suis livré n'aurait pas duré très très longtemps puisqu'ils auraient été là pour veiller à la sûreté des collections. Là, j'ai pu le faire aussi tranquillement, faisant mine de prendre des photos, de prendre quelques objets par-ci par-là, parce qu'il n'y avait pas de gendarme ou de police municipale. Normalement, on peut imaginer que ce ne serait pas intervenu sur un vrai sinistre. Moi, je voudrais juste, c'est pas un témoignage, mais on a parmi les responsables opérationnels une personne qui fait de la formation et je l'ai entendue en formation et c'est pour un peu reparler des pompiers qu'on peut croiser, des pompiers volontaires et elle raconte que lors d'un incendie d'une église, les pompiers voulaient passer par les fenêtres équipées de vitraux historiques et que ils ont cassé la première fenêtre à grands coups de hache, ils ont passé la lance à eau, puis la deuxième fenêtre et à la troisième fenêtre, il paraît que c'est un très jeune pompier volontaire qui a dit peut-être qu'on pourrait passer ailleurs que par des vitraux historiques et que là les pompiers ont commencé à se dire ah oui effectivement, mais bon je pense qu'il y a quand même des pompiers qui ont cette connaissance et qu'il faut s'appuyer sur eux. Tout à fait. Alors, non, mais bon, après, bon, il faut bien se dire que les pompiers, même si, comme on le disait ce matin, bien sûr, la mission de sapeur-pompier, c'est protéger les personnes, les biens et l'environnement, et que la protection du patrimoine figure dans les missions des sapeurs-pompiers depuis très longtemps, et qu'on n'a pas attendu, heureusement, Notre-Dame pour le faire.
Mais malgré tout, le corps des sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, sont aussi à l'image de la société. Et il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec le patrimoine, qui ont une connaissance plus ou moins approfondie du patrimoine. Et que voilà, l'intérêt de ce genre d'exercice, c'est aussi de former. Concrètement, hein, nous, on a fait venir, dans le cadre du PSBC, plusieurs fois des pompiers. On a proposé de les faire venir en journée pour leur faire connaître les collections, les lieux, leur présenter, leur faire une visite de l'expo tout court, hein. Certains qui habitent dans le secteur n'étaient jamais venus au musée. Voilà. Ça, c'est aussi une réalité qu'il faut prendre en compte. Dommage parce que c'est un joli musée. Merci, merci. Oui, moi je voudrais revenir sur l'exercice dans l'exercice et remercier Audrey parce que franchement, je pense que pour tous les responsables opérationnels, ça a été vraiment un excellent exercice, vraiment très très formateur. On a tiré plein de choses. Moi, c'était très très drôle hein, parce que j'étais en live sur le WhatsApp de la réponse opérationnelle. Donc, je voyais toutes les questions qui se passaient d'un côté. J'étais avec Audrey qui a dramatisé grave la situation. Franchement, il y avait des centaines d'objets qui étaient sortis. Bon, nous, on était tranquilles, on rigolait bien. Enfin, c'était chouette. Donc, c'était assez hallucinant. Et puis après, il y a eu le débriefing par la personne qui avait répondu, qui n'était pas au courant. J'avais quand même prévenu notre présidente, Marie, et puis Camille, notre secrétaire générale, pour quand même être d'accord. Mais ça a été très, très drôle hein, pour moi et une expérience super qui nous a permis de rédiger une fiche de réponse à l'urgence pour le téléphone. Vraiment de tout, voir tous les problèmes, voir comment faire pour répondre. Et je pense que ça a été vraiment extrêmement formateur pour nous, à tel point qu'on en a parlé en formation à Albi la semaine dernière, et on s'est dit que maintenant, quand on ferait un exercice, on testerait aussi on systématise, parce que voilà, c'est vachement intéressant. Attends. On a des questions, je crois, j'allais dire de la salle, mais de la salle virtuelle. Oui, alors ce sont des questions via le chat. On avait des questions sur l'odeur des fumées qui sont utilisées pendant l'exercice. Est-ce que cette fumée a une odeur? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que ça peut expliquer le fait qu'il n'y ait pas eu de panique ou de réaction rapide de la part des personnes sur place? Oui, c'est des fumées qui sont neutres. Alors, il y a une petite odeur, mais qui est pas bien méchante. Il y a une petite, c'est notamment les fumées qu'on peut avoir en boîte de nuit, par exemple. Voilà, c'est ce type de fumée-là. Donc, c'est pas, ça sent pas très fort. Probablement que ça a dû jouer un rôle. Voilà. Oui. Oui, mais voilà. Les fumées ont des couleurs différentes selon les matériaux qui brûlent et selon le degré, selon le degré de combustion du matériau, hein. Ça, c'est les fumées, les couleurs des fumées, hein, faut s'en méfier. Alors, certes, il n'y avait pas trop d'odeur. Enfin, moi, ça ne m'a pas choqué. Par contre, moi, c'est la première fois que je faisais un exercice avec fumée. Et en fait, on ne voit pas ses pieds. Enfin, je veux dire, on ne voit rien. C'est très naïf ce que je dis, je suis désolée, mais pour un pompier, c'est une évidence peut-être. Mais moi, quand ça a sonné, je me suis dit, il faut que je mette ma chasuble, chef d'établissement. Et le temps, je ne l'avais jamais essayé, hein, je vous dis, on ne s'est pas préparé avant, donc je n'avais pas du tout essayé ni rien. Le temps que je la retourne dans un sens, dans l'autre et tout, j'avais tellement de fumée dans le bureau que je me suis dit, là, entre mettre la chasuble et sortir, il va falloir choisir. En fait, je ne vais pas pouvoir faire les deux. Donc, j'ai commencé à chercher l'escalier. J'étais donc à l'étage, hein. Il n'y a même pas 10 mètres entre mon bureau et l'escalier. Là, j'ai compris à quoi ça servait les trucs issus de secours en verre. On les voit à peine, en fait. Je ne voyais pas mes pieds et c'est un établissement que je connais quand même, que je côtoie tous les jours. J'ai dû tâtonner à chercher l'escalier. Enfin, et là, je me suis dit, ah ouais, en vrai, là, en vrai, notre truc, il est théorique, là, de sortir des bacs, tout ça. Oui, ça, c'est quand on y voit, en fait, mais on ne voit rien. Donc, moi, c'est pas tellement l'odeur qui m'a. Voilà. Bon, après, ça ne m'a pas empêché de traverser le feu. Enfin, voilà, il y a des choses fictives, effectivement, qui font qu'on n'aurait pas traversé dans la vraie vie. Mais quand même, ça va être extrêmement impressionnant. Je vous conseille de la fumer, ça change la vie, je pense. Non, mais j'ai passé beaucoup d'heures sur la liste des priorités des œuvres à évacuer quand j'étais en Savoie. Et là, je me suis dit, mais en un temps de secondes, je me suis dit, mais enfin, pas ça sert à quoi, mais je me suis dit, non, mais en fait, en vrai, là, on n'y voit rien. Donc, en fait, ma priorité, là, c'est déjà d'arriver à voir le maître suivant.
J'en suis pas à me dire que la réserve, elle est à gauche, la porte, elle est à droite. J'en suis juste à essayer de trouver la sortie, en fait. Ouais. C'est une machine qu'on branche sur une prise dans laquelle on met un liquide qui est, qui est neutre et c'est très très facile à mettre en œuvre. Et normalement, la plupart des casernes autour de vos établissements en ont. C'est pas compliqué. Oui, alors une dernière question via le chat. Donc, quand on élabore le PSBC, combien de personnes ont connaissance des plans et des listes? Enfin, combien de personnes ont accès à ces informations? Donc ça, c'est une question vis-à-vis de la sûreté des œuvres et des questions de sécurité liées à la connaissance de ces informations, notamment. Alors, dans tous les intervenants du PSBC, je pense qu'il y a forcément l'équipe muséale, l'équipe pompiers, notamment les casernes de premier appel qui peuvent l'avoir directement chez eux. Ou en tout cas pas chez eux, mais en tout cas qui peuvent avoir accès en arrivant au musée. Mais et après, ça dépend des intervenants. On évoquait tout à l'heure la question des mairies ou des tutelles. Moi, je pense en termes de confidentialité, des fois, ça pose question. Hein. Ouais. Les micros. Oui, oui. Comme je disais tout à l'heure, moi, je pense quand même que le maire doit être informé de la liste. Ça ne veut pas forcément dire qu'il l'a dans son bureau, sous le coude. Il en a eu l'information, il est quand même responsable de ce qui se passe dans sa commune. Après, au niveau du conseil municipal, je suis d'accord que ça peut poser éventuellement des questions, mais il faut quand même que ça soit abordé, je pense, au niveau de la globalité, même si c'est quelque chose de pas détaillé, si vous voulez. Après, au niveau du PSBC, c'est pas quelque chose qui est rendu public de tout le monde. Donc, ça dépend aussi du mode de repérage que vous mettez pour les œuvres ou les collections prioritaires. Si vous mettez des logos boucliers bleus ou tout autre type de repérage, les pompiers, ils le voient en arrivant. Et donc, ils sortent des documents qui sont logotisés, si je puis dire. Ils ne savent pas que c'est telle œuvre ou telle… voilà. Donc, ça joue aussi en faveur, entre guillemets, de l'anonymisation des œuvres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour les extérieurs des professionnels du musée ou de l'établissement, bien sûr. Oui. On parlait tout à l'heure de faire voter effectivement par la tutelle. Nous, on est un musée départemental. Je peux faire voter par la tutelle le plan de sauvegarde une fois qu'il sera rédigé, mais bien sûr, ça va être un annexe de la délibération et donc ça sera un document public. Donc en fait, il va falloir réfléchir à… Oui. Voilà. Oui, oui, oui. Oh, mieux que… Oui, bien sûr. Bien sûr. Attends, Valérie. Pardon. Ouais, je disais qu'on ne peut pas forcément fournir une liste parce que la liste ne sera pas à jour en permanence. Dans les réserves, les œuvres prioritaires ne cessent de rentrer et de sortir. Donc, ça ne sert à rien de donner une liste prioritaire dans ce sens-là. Et dans le musée aussi. Voilà. Nous, ça change tout le temps. Ben oui, bien sûr. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous.